Elle croyait tromper les esprits du village. Elle volait leurs offrandes chaque nuit. Jusqu'au jour où ils l'ont transformée en une créature que personne n'ose approcher. Tu penses que ce n'est qu'une légende? Alors reste bien jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien te hanter la prochaine fois que tu passeras près d'un arbre sacré. Dans le village ancestral de Candémou, niché au creux de la vallée de Ngalé, les traditions étaient plus solides que les murs debout des cases. Les anciens disaient que ce village ne tenait debout que grâce à l'équilibre fragile entre les vivants et les esprits du village, gardiens invisibles de la paix, de la pluie et des récoltes. Ces esprits, que nul ne voyait mais que tous craignaient, recevaient chaque semaine des offrandes, des galettes de mil, des gouttes de miel, quelques pièces brillantes, des morceaux de cola ou de tissu noué, déposés au Botiba, l'ancien sanctuaire sous le fromager sacré. Chaque vendredi, avant le chant du coq, les familles déposaient silencieusement leurs dons au pied de cet arbre géant, dont les racines formaient des arches semblables à des bras ouverts. On racontait que les esprits descendaient dans la nuit et emportaient ce qu'on leur offrait. Et si, par malheur, quelqu'un osait interrompre ce rituel ou le souiller, la terre se vengeait, les pluies disparaissaient, les bêtes s'égaraient, et les enfants tombaient malades sans raison. Mais Ndomé, elle, n'avait jamais cru à tout cela. Fille de forgeron, elle était connue dans tout Candémou pour sa beauté ensorcelante, ses habits colorés et ses manières fières. Les hommes la convoitaient, les femmes la jalousaient, et les anciens la regardaient de travers. On disait qu'elle avait un rire moqueur et une langue acérée, et qu'elle méprisait les rites d'un autre temps. Les esprits ne mangent pas, lançait-elle souvent avec un sourire ironique. Tout ce miel, ce mil, cette monnaie, pourquoi les jeter à des ombres? Si les vivants ont faim, les morts doivent apprendre à jeûner. Peu savaient que chaque vendredi, avant le lever du soleil, Ndomé rôdait autour du fromager, pieds nus pour ne pas faire de bruit. Elle attendait que le dernier villageois s'éloigne. Puis, d'un geste rapide, elle ramassait les pièces les plus brillantes, le sucre non fondu, les perles tombées. Elle les glissait dans un sac de jute caché sous son pagne, et repartait en silence. À la maison, elle réutilisait tout, le mil servait à faire des beignets qu'elle vendait au marché, les coris à orner ses bracelets, les pièces à s'acheter des colifichets auprès des marchands de passage. Une fois, son petit-neveu l'aperçut près du sanctuaire. « Tata Ndomé, pourquoi tu prends les choses des esprits » chuchota Théil, les yeux écarquillés. « Ce sont des choses sans maître, dit-elle en le regardant durement. Et si tu racontes ça à qui que ce soit, les esprits viendront te tirer les orteils la nuit. » L'enfant se tut, terrifié. Au fil des mois, le sac secret de Ndomé se remplit. Elle se croyait invincible. Les pluies continuaient de tomber, les récoltes étaient abondantes, et nul esprit ne semblait s'en offusquer. Elle riait souvent seule, dans sa cour. Peut-être que ces esprits-là sont devenus paresseux, ou bien sourds. Mais ce que Ndomé ne savait pas, c'est que les esprits du village ne se hâtent jamais. Ils observent, notent, et attendent le moment exact où l'orgueil atteint son apogée. Le point de rupture. Et ce moment approchait. Le soleil s'était levé avec une étrange lenteur ce vendredi-là. Les coqs de Candémou avaient chanté plus tôt que d'habitude, et une brume épaisse enveloppait encore les cases alors que les premiers villageois s'apprêtaient à partir pour le sanctuaire du fromager. Le Botiba n'avait jamais été aussi silencieux. Même les oiseaux, d'ordinaire bruyants à l'aube, semblaient avoir fui la canopée. Ce jour-là n'était pas un vendredi ordinaire. C'était la grande offrande annuelle, celle où chaque foyer déposait un présent plus important que d'habitude, en hommage aux esprits fondateurs du village. On disait que ces esprits étaient particulièrement attentifs ce jour-là, écoutant les cœurs, sondant les âmes, et pesant les intentions. Les anciens jeûnaient depuis la veille. Les enfants étaient tenus à l'écart du sanctuaire. Et personne, absolument personne ne devait s'approcher des offrandes après l'aube. Mais Ndomé, elle, n'avait pas changé d'avis. La veille, elle avait entendu les femmes parler dans le mortier, empilant le mil. Cette année, j'ai mis du miel pur et des perles rouges dans ma calebasse. C'est ce que les ancêtres préfèrent, dit l'une. Moi, j'ai sacrifié un pain neuf. Mon fils a été malade toute l'année, répondit une autre. Ces paroles éveillèrent l'avidité de Ndomé comme une flamme sur une mèche sèche. Elle attendit que la nuit couvre le village. Puis, sans mot dire, elle prépara un petit panier doublé de tissu. Elle avait décidé que cette fois, elle ne prendrait pas quelques miettes. Elle allait tout prendre. Juste avant l'aube, elle sortit de sa case vêtue d'un simple pagne sombre, les pieds nus et la tête couverte. L'air était frais et immobile. Pas un bruit, pas un souffle.
Même les grillons semblaient avoir été réduits au silence. Quand elle arriva sous le fromager, elle ne put s'empêcher de sourire. Les calebasses étaient nombreuses, remplies de richesses. Elle vit un collier de cornaline posé sur un tas de miel, des coris blancs montés sur une liane dorée, des noix rares, et des pièces anciennes à l'effigie des premiers rois. Elle murmura. « Et quelle folie! Tous ces trésors, laissez-la pour du vent. » Elle s'agenouilla et commença à remplir son panier avec empressement. Le miel coulait entre ses doigts. Une perle tomba, roulant lentement sur une racine. Elle la rattrapa et la porta à ses lèvres, comme pour goûter sa victoire. Mais au moment où elle se redressa, le sol vibra sous elle. Elle crut d'abord à un sanglier, ou à un arbre que le vent aurait fait trembler. Mais non, c'était autre chose. Une présence. Une voix grave, ancienne, sourde comme un tambour lointain s'éleva dans l'air. « Tu as franchi la limite. Les vivants nourrissent les esprits pour maintenir l'ordre. Toi, tu as inversé le pacte. » Ndomé recula, le cœur battant. « Et qui parle? Montrez-vous. » cria-t-elle, tentant de se redresser. Mais ses jambes ne lui répondaient plus. Une chaleur brûlante monta de ses pieds à son ventre, puis à sa gorge. Elle suffoquait. Ses bras tremblaient. Son panier tomba dans la poussière, dispersant les trésors volés. Soudain, elle sentit son visage changer. Sa bouche s'allongea, son nez s'aplatit, ses yeux gonflèrent, devenant noirs et ronds comme des billes. Un bruit de bourdonnement résonna dans ses tempes. « Tu as pris ce qui ne t'était pas destiné. À présent, tu seras ce que tu es, une créature répugnante, attirée par les restes, vivants de ceux qui tombent. » Avant de perdre conscience, Ndomé poussa un cri, mais ce cri se transforma en un bruit effrayant et prolongé. Elle ne voyait plus le sol sous ses pieds, elle y volait au-dessus. Ndomé venait d'être transformée en mouche. Une mouche énorme. Une mouche éternelle. Le silence était retombé sur le village après la révélation. Pourtant, les cœurs ne battaient plus au même rythme. Quand des mous tremblaient, non pas sous l'effet d'un séisme, mais sous le poids de la peur, de la honte et du doute. Que faire d'un tel châtiment? Que faire d'une âme prisonnière du corps d'une mouche, qui tournoyait inlassablement sous le fromager sacré, symbole de paix et de bénédiction? Durant 3 jours et 3 nuits, personne n'osa s'approcher du beau Tiba. Même les anciens, d'ordinaire si prompts à interpréter les signes des esprits, restèrent enfermés dans leurs cases. On ne pila plus le mil. On ne joua plus de tam-tam. Les enfants ne chantèrent plus au puits. Même les chiens, comme guidés par une sagesse cachée, faisaient de grands détours pour éviter l'arbre sacré. Le 4e jour, le conseil du village fut convoqué. Sous le grand arbre à palabres, les chefs, les sages et les devins se réunirent. Mbalo, Marema, et les 4 anciens de la lignée fondatrice y prirent place. Une centaine de villageois s'étaient rassemblés autour, attendant dans une tension palpable. « Cela dépasse notre entendement, » dit le jeune devin Latyr. « Jamais je n'ai lu dans les coris pareille punition. Une transformation, et en mouche. C'est une première. » Marema hocha la tête. « Et pourtant, c'est logique. La mouche est celle qui se nourrit des restes, qui souille, qui tourne autour de ce qui est mort. Elle est attirée par l'impur. Voilà ce que Ndomé est devenu. » Une voix s'éleva dans la foule. C'était Kumba, la voisine. Mais elle était des nôtres. On ne peut pas laisser une âme errer ainsi, même fautive. Ne peut-on pas faire quelque chose pour la délivrer? Un murmure d'approbation parcourut la foule. Certains opinèrent, d'autres hésitèrent. Mbalo se leva, s'appuyant sur son bâton sculpté. Les esprits ont parlé. Mais les esprits peuvent aussi écouter. Si nous leur montrons notre sincérité, si nous reconnaissons nos fautes, peut-être qu'ils accepteront un échange. Une cérémonie. Un pardon. Et si c'est trop tard? Murmura une femme dans la foule. Et si elle est condamnée pour toujours? Personne ne répondit. Ce soir-là, un rituel de supplication fut organisé. Tous les villageois, sans exception, furent invités à venir avec une offrande nouvelle non pas pour obtenir, mais pour réparer. Du miel pur, des fleurs sauvages, de l'eau de source. Les femmes chantèrent de vieux chants oubliés, les hommes battirent les tambours avec lenteur, les enfants déposèrent même leurs jouets d'argile au pied du fromager. La mouche, fidèle à sa malédiction, volait toujours au-dessus du sanctuaire. Mais ce soir-là, elle sembla ralentir.
Ses cercles furent moins frénétiques. À un moment, elle descendit plus près de la calebasse centrale, comme attirée par le chant de repentance. Mbalo fit alors un pas en avant, levant sa main. Esprit de Candémou. Voyez notre humilité. Nous ne demandons pas justice, car vous l'avez déjà rendue. Nous demandons seulement un signe, pour savoir si la rédemption est possible. Le silence qui suivit fut si profond que même les feuilles cessèrent de bouger. Puis, le fromager trembla légèrement. Une de ses plus vieilles branches se détacha doucement et tomba aux pieds de Maremma. Sur l'écorce était gravé un signe ancien, que seuls les plus érudits savaient lire, celui qui revient par l'épreuve renaît purifié. Un souffle parcourut le conseil. Ce n'est pas une condamnation éternelle, mais une épreuve, murmura la Tyr, les yeux grands ouverts. Elle peut être sauvée, affirma Maremma, mais elle devra le mériter. À partir de ce jour, un nouveau chapitre s'ouvrit à Candémou. On ne chercha plus à fuir la mouche. Au contraire, on lui parlait, on priait autour d'elle, on récitait les récits des ancêtres. Chaque vendredi, une calebasse était déposée, non pour les esprits, mais pour elle, comme un signe d'espoir. Mais la délivrance d'une âme prise dans le piège de sa propre faute ne se fait jamais sans épreuve. Et l'épreuve de Ndomé n'avait fait que commencer. Le temps s'était ralenti pour Ndomé. Suspendue entre deux mondes, celui des vivants qu'elle voyait, et celui des esprits qu'elle sentait, elle tournait inlassablement autour du fromager sacré, prisonnière d'un cycle de regrets et de murmures. Sa mémoire n'avait pas disparu. Elle se souvenait de tout. De chaque perle volée. De chaque grain de mil avalé en cachette. De chaque rire moqueur lancé à ceux qui croyaient aux esprits. Et maintenant, elle ne pouvait plus fuir ses souvenirs. Elle était obligée de regarder la vérité en face, sans pouvoir se cacher, ni détourner le regard. Chaque vendredi, quand les villageois s'approchaient du Botiba avec leurs calebasses d'offrande, elle reconnaissait les visages. Et ce qu'elle lisait sur eux était insupportable, le mépris, la pitié, parfois même la peur. C'est elle, murmuraient les enfants. La femme mouche. Celle qui a volé les ancêtres. Au début, Ndomé se débattait dans les airs, prise de panique. Elle volait bas, espérant échapper à leurs yeux, mais une force invisible la ramenait toujours vers le fromager. Le cercle invisible qui l'entourait ne pouvait être franchi. Elle n'était pas libre, même dans l'air. La pire des épreuves vint le jour où sa propre mère, Yahawa, s'avança vers le sanctuaire. Vêtue de blanc, le visage ravagé par les rides et la peine, elle portait un petit bol de cendre. Elle le posa doucement au pied de l'arbre, les yeux levés vers la mouche. « Ndomé, murmura-t-elle, si ton esprit m'entend, sache que je te pardonne, même si tu nous as couverts de honte. Mais pour revenir à nous, tu devras descendre bien plus bas que là où tu es monté. Les ancêtres ne relèvent que ceux qui s'agenouillent. » À ces mots, un vent sec agita les feuilles du fromager. Et Ndomé sentit une douleur nouvelle la traverser non pas dans son corps, mais dans son âme. Une brûlure lente, semblable à une corde qui se serre. Elle voulut crier, mais aucun mot ne sortit. Elle voulut pleurer, mais aucun liquide ne coula. Seul un bourdonnement plaintif s'échappa de sa gorge. Ce fut là sa première épreuve, accepter la honte. Elle vit des enfants jeter des cailloux dans sa direction. Elle entendit les jeunes filles l'insulter, la comparer à une bête maudite. Elle vit même un devin de passage tourner la tête, refusant de bénir l'arbre à cause de sa présence. Mais elle ne put rien faire. Rien d'autre que rester, subir, et apprendre. Les nuits étaient pires encore. Dans le silence de la lune, Ndomé était seul, entièrement. C'est alors que les esprits commencèrent à lui parler. Pas par la voix, mais par le rêve, par des images projetées dans son esprit brisé. Elle se revit petite fille, près du même fromager, tenant la main de sa mère, écoutant les prières du vieux Mbalo. Elle se revit adolescente, méprisant les traditions, arrachant les offrandes en riant. Et dans ses visions, une voix grave et lente murmurait. « Tout ce que tu méprises finit par te posséder. Tu as voulu rire des esprits, te voilà offerte à eux. » Une nuit, une ombre immense descendit dans le sanctuaire, faite de brume et de feu, et lui parla clairement. « Ndomé. Tu as été vu. Tu as été jugé. Tu as été frappé. Mais tu n'as pas encore été transformé. La vraie transformation commence quand la honte devient sagesse. » Elle tenta de répondre, de demander comment se libérer, mais l'esprit la fit taire. « Ce n'est pas ta voix que nous voulons entendre. C'est ton cœur. » Et à partir de cette nuit-là, Ndomé comprit.
Ce n'était pas en fuyant sa honte qu'elle s'en sortirait. C'était en la regardant en face, en la ressentant dans chaque fibre de ce nouveau corps, en l'acceptant comme la première pierre de son repentir. Chaque tour d'aile, chaque murmure d'enfant, chaque regard des anciens, était autant de coups de pilon sur l'ego qu'elle avait tant nourri. Mais au bout du 7e vendredi, alors que la lune était pleine, quelque chose changea. Le cercle invisible autour du fromager s'élargit légèrement. Elle put voler un peu plus loin, jusqu'au bord du sentier menant à sa propre case. Ce fut un signe. Les esprits avaient vu sa souffrance. L'épreuve suivante l'attendait. Le cercle autour du fromager s'était élargi, et Ndomé le sentait. Elle ne savait pas comment, ni pourquoi, mais son esprit, prisonnier de ce corps de mouche, avait perçu une fissure dans la malédiction. Pour la première fois depuis sa transformation, elle pouvait voler un peu plus loin, au-delà du sanctuaire, jusqu'au seuil de sa propre case. Elle y retourna chaque nuit, invisible pour tous sauf pour elle-même, et regardait en silence la cour qu'elle avait désertée, les habits suspendus qu'elle ne porterait plus, les bijoux qu'elle n'avait plus de cou pour orner. Mais la liberté restait fragile et conditionnelle. Ce que les esprits avaient accordé, ils pouvaient le reprendre. C'est à l'aube du 8e vendredi qu'un nouveau rêve la saisit. Elle était face à un lac noir, figé, au centre duquel flottait une île couverte d'or, de pagne fin, de bijoux, de nourriture sucrée et d'épices. Une voix sourde s'éleva du fond de l'eau. « Tu as pris pour toi ce qui ne t'appartenait pas. Maintenant, donne aux autres ce que tu tiens pour plus précieux. Sinon, ta honte restera sans fin. » Elle se réveilla en sursaut, battant des ailes de panique, son corps frémissant de terreur. L'épreuve suivante était là. Le sacrifice. Mais que pouvait-elle offrir, maintenant qu'elle n'était plus qu'un insecte? Elle n'avait plus ni or, ni maison, ni nom. Tout ce qu'elle possédait, elle l'avait déjà perdu. À moins que... Oui. Il lui restait ce qu'elle avait volé. Ce qu'elle avait enterré en secret. Des mois avant sa malédiction, elle avait pris l'habitude d'enfouir ses plus beaux larcins dans une vieille jarre d'argile, derrière un muret effondré près du puits abandonné. C'était son trésor, sa richesse cachée, inaccessible à tous. Les esprits le savaient. Et c'est ce qu'ils réclamaient. Le lendemain, comme guidé par une force intérieure, Ndomé se mit à survoler les alentours du puits abandonné. Les villageois la suivirent, intrigués. Ils virent la mouche géante tournoyer lentement, puis insister sur un point précis, bourdonnant plus fort à mesure qu'il s'approchait d'un vieil amas de pierre. Kumba, sa voisine, murmura. C'est laquelle allait souvent, même quand personne ne comprenait pourquoi. Mbalo s'approcha, suivi d'un groupe d'hommes. À l'aide de pelles et de bâtons, ils fouillèrent le sol. Quelques minutes plus tard, ils mirent à jour une jarre lourde, fermée par un tissu de lin noué. En l'ouvrant, tout le monde retint son souffle. Des pièces anciennes, des perles rares, des bijoux volés, des restes de galettes séchées, du sucre brun. Tout ce que Ndomé avait subtilisé aux esprits et aux ancêtres était là. Un silence pesant s'installa. Certains détournèrent les yeux. D'autres pleurèrent. Mbalo déclara d'une voix grave. Voici la faute mise à nu. Et la volonté de réparer. Il se tourna vers la mouche, toujours suspendue dans l'air, qui semblait écouter. Si cette âme veut revenir, elle doit sacrifier ce qu'elle croyait être sa victoire. Qu'on brûle cette jarre, non pas en châtiment, mais en offrande. On construisit un petit bûcher sous le fromager. Les objets furent déposés avec soin. Les femmes entonnèrent un chant funèbre, non pour une morte, mais pour une vie volée, trahie, et peut-être en passe d'être rachetée. Le feu s'éleva, haut, clair, crépitant comme 1000 voix oubliées. Et alors que les flammes dansaient, la mouche géante vola lentement autour du brasier. Elle tournoya 3 fois, puis descendit doucement, et se posa juste au bord du feu, sans brûler. Les cendres se dispersèrent dans l'air, portées par le vent. Et alors, un phénomène étrange se produisit. La lumière du soleil perça les nuages. Le fromager sembla s'incliner légèrement. Une pluie fine, presque invisible, tomba quelques secondes, lavant l'air de toute pesanteur. La voix des esprits résonna dans l'esprit de Ndomé. Tu as renoncé à ce que tu pensais être ton pouvoir. Tu as donné, non pour gagner, mais pour réparer. L'épreuve du sacrifice est accomplie. Il t'en reste une, et une seule. Et Ndomé sentit en elle un changement profond. Un fil de lumière, ténu mais réel, se forma dans son cœur d'insecte, comme un souvenir de ce qu'elle avait été, et de ce qu'elle pourrait devenir.
Mais les esprits sont exigeants. Et la dernière épreuve serait la plus redoutable, celle du courage. Le feu du sacrifice s'était éteint, et une étrange sérénité avait envahi Candémou. Mais la paix n'était pas encore la liberté. L'âme de Ndomé, toujours emprisonnée dans ce corps de mouche géante, n'était qu'à la lisière de sa délivrance. 2 épreuves avaient été surmontées, la honte assumée et le sacrifice consenti. Il restait la dernière, la plus impitoyable, celle du courage. Le mot lui-même résonnait dans son esprit, chaque nuit, comme un tambour étouffé. As-tu le courage d'affronter ce que tu as fui? Mais que signifiait-il vraiment? Ndomé croyait avoir affronté l'humiliation, la solitude, le rejet. Que pouvait-elle craindre de plus? C'est alors que, le 9e vendredi, les anciens réunirent tout le village au pied du fromager. Le ciel était couvert, le vent sec, et l'air chargé d'un silence pesant. Mbalo, l'œil grave, s'adressa à la foule. L'esprit de Ndomé est arrivé à la porte ultime. La peur est la dernière barrière. Elle doit l'affronter, seule. Personne ne peut l'aider. Ni la guider. Ni l'épargner. Il leva les bras vers le ciel. L'esprit de Candémou, ouvrez les portes de la mémoire. Que ce qu'elle craint le plus lui soit révélé, afin qu'elle le regarde droit dans les yeux. À cet instant, le sol trembla légèrement. Le vent s'arrêta. Et devant les yeux de tous, une brume noire se forma au centre du cercle sacré. Elle tourbillonna lentement, prenant forme, une silhouette floue, informe, mais étrangement familière. Et dans l'esprit de Ndomé, un frisson glacial s'éleva. Cette brume, elle la connaissait. C'était elle-même. Mais pas celle qu'elle était aujourd'hui. Non. Ce qu'elle voyait devant elle, c'était la version d'elle-même qu'elle avait créée, arrogante, égoïste, cruelle. Ce double noir, fait de souvenirs amers, s'avança dans sa direction, porté par une voix froide, identique à la sienne. Tu n'as peur que d'une seule chose, Ndomé. De toi-même. La mouche géante recula dans les airs, tremblante. Elle tenta de fuir, de s'élever plus haut, mais le cercle invisible l'en empêcha. La silhouette sombre la suivait, se rapprochant toujours. Tu t'es crue forte. Libre. Tu as ri des anciens, méprisé les règles, profané les rites. Dis-moi, Ndomé, pourquoi trembles-tu maintenant? Et à mesure que l'ombre parlait, elle changeait. Elle prit tour à tour le visage de sa mère, pleurant. De Kumba, lui tournant le dos. De l'enfant qu'elle avait menacé. Puis, pire encore, le visage de son propre père, mort depuis des années, qui la regardait sans un mot, les yeux chargés de déception. Le bourdonnement de ses ailes s'intensifia. Elle voulait crier, disparaître, s'enfuir de cette image d'elle-même qu'elle détestait. Mais une voix plus douce, plus ancienne, surgit alors dans son esprit. Le vrai courage n'est pas de fuir ce qu'on est. C'est de l'accepter, et de choisir de devenir autre. Alors, pour la première fois, Ndomé s'arrêta de voler. Elle descendit lentement, se posant au sol, face à la brume, face à elle-même. Son cœur battait fort, bien qu'aucun battement ne soit audible. Et elle parla. Sa voix n'était pas celle d'une mouche, ni celle d'un esprit, mais celle d'une âme nue. Oui. J'ai eu peur. J'ai eu honte. J'ai fui. J'ai menti. J'ai pris. J'ai ri. J'ai méprisé. Mais aujourd'hui, je ne veux plus être cette femme-là. Même si vous ne me pardonnez jamais, je veux changer. La brume s'arrêta. Le silence fut total. Puis, lentement, elle se désintégra. Comme une fumée dissoute dans l'air. Le sol vibra une dernière fois. Le ciel s'ouvrit. Et une lumière dorée descendit sur le fromager. La voix des esprits, immense et solennelle, résonna. Tu as vu ton reflet, et tu ne l'as pas brisé. Tu l'as affronté. L'épreuve du courage est accomplie. Ta peine est levée. Que l'équilibre soit rétabli. Alors, dans un grand éclat de lumière, le corps de la mouche éclata en 1000 filaments d'or, et au centre, doucement, le corps nu de Ndomé réapparut, roulé sur le sol, fragile comme un nouveau-né. Le silence était absolu. Puis un cri s'éleva. Elle est redevenue humaine. Marma accourut, la couvrant d'un pagne. Yahawa, sa mère, tomba à genoux, en larmes. Le vieux Mbalo pleurait aussi, sans honte. Ndomé ouvrit les yeux. Elle n'était plus la même. Son regard n'était plus dur,
ni fier. Il était doux, rempli de larmes, mais aussi d'une lumière que personne n'avait jamais vue en elle. Elle avait survécu à la honte. Elle avait tout sacrifié. Et elle avait eu le courage de se regarder en face. Elle était libre. Le fromager sacré se tenait toujours au centre de Candémou, majestueux et silencieux, ses racines profondément ancrées dans la mémoire du village. Mais depuis le jour de la grande rédemption, quelque chose avait changé dans l'air. Une légèreté nouvelle, une lumière plus douce, et surtout, un nom chuchoté avec respect, là où jadis il n'évoquait que moquerie ou peur. Ce nom, c'était celui de Ndomé. Elle n'avait pas quitté le village après sa libération. Au contraire, elle avait choisi d'y rester. Non par honte, ni par obligation, mais par conviction. Elle voulait réparer, non plus seulement aux yeux des esprits, mais dans le cœur des vivants. Dans les premières semaines, elle resta recluse, le corps faible et l'âme encore tremblante. Yahawa, sa mère, la soignait comme un nourrisson. Marma lui rendait visite chaque soir, récitant les proverbes de leurs ancêtres pour fortifier son esprit. Et le vieux Mbalo, sans un mot, venait s'asseoir sous son manguier, comme pour l'assurer de son pardon. Puis, un matin, elle sortit. Elle se rendit au puits du village. Puis au marché. Puis au Botiba. Les femmes se figèrent. Les hommes se taisaient. Les enfants se cachaient. Mais elle ne se détourna pas. Elle les regarda, tous. Puis s'agenouilla, posant au pied du fromager une petite calebasse de miel et de feuilles fraîches. Et d'une voix calme, elle dit : « Ceci est mon offrande. Pas pour être pardonné. Mais pour ne jamais oublier. » Ce fut ce jour-là que Candémou comprit, Ndomé avait changé. Dès lors, elle se mit à vivre autrement. Elle ne cherchait plus les bijoux, ni les regards. Elle n'allait plus dans les fêtes, ni ne parlait plus fort que les autres. Au contraire, elle écoutait. Mais ce qui frappa surtout les villageois, ce fut son lien avec les enfants. Tous les après-midi, à l'ombre d'un manguier, Ndomé rassemblait les plus jeunes du village. Elle leur racontait des contes. Mais pas n'importe quels contes, les siens. Elle leur racontait l'histoire de la femme orgueilleuse, de la voleuse d'offrandes, de la mouche géante. Sans jamais dire son nom. Et à la fin, elle leur demandait : « Et que auriez-vous fait, vous, à sa place ?» Les enfants, captivés, répondaient mille choses. Et elle souriait, jamais moqueuse. Un jour, un garçon nommé Silei lui demanda : « Maman Ndomé, est-ce qu'elle existe vraiment, la femme mouche ?» Elle le regarda tendrement et dit : « Mais elle a existé. Elle existe encore. Chaque fois que tu oublies le respect, chaque fois que tu veux prendre ce qui ne t'appartient pas, elle te regarde, depuis quelque part en toi. » À partir de ce jour, on l'appela Maman Ndomé. Les anciens la consultaient pour les jeunes perdus. Les femmes l'écoutaient quand elles doutaient. Même les devins, parfois, lui demandaient son avis. Non parce qu'elle savait lire les signes, mais parce qu'elle avait vécu l'un des pires et en était revenue changée. Chaque année, lors de la grande offrande aux esprits du village, c'est elle qui portait la première calebasse. Et lorsqu'elle posait son offrande sous le fromager, tous gardaient le silence, en signe de respect pour le chemin parcouru. Et dans les années qui suivirent, la mouche géante ne revint jamais. Mais à Candémou, on enseigna à chaque enfant, dès qu'il apprenait à marcher, une leçon simple. Ce que tu voles aux esprits, c'est ton âme que tu leur donnes. Mais ce que tu offres avec humilité, c'est ton avenir que tu protèges. Et quand les anciens racontaient l'histoire de la femme transformée en mouche, ils concluaient toujours ainsi. Elle a chuté plus bas que la poussière, mais s'est relevée plus haute que l'arbre sacré. Et les enfants, les yeux écarquillés, demandaient tous : « Mais est-ce que c'est vrai ?» Et les anciens souriaient, en regardant Maman Ndomé au loin, assise sous son manguier. Mais tu n'as qu'à aller lui demander. Si cette histoire t'a touché, laisse un pouce bleu pour qu'elle continue de vivre. Abonne-toi pour d'autres récits inspirés des légendes d'Afrique. Et surtout, souviens-toi, ce que tu offres avec le cœur revient toujours en bénédiction. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle histoire.